La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Un nouveau pharaon apparaît et il ne se souvient pas de Joseph. Il réduit le peuple en esclavage parce qu'il devient trop nombreux et qu'il constitue une menace. Il les met donc au travail et leur fait perdre la vie en construisant les villes-ateliers de Pithom et de Ramsès et en leur faisant fabriquer des briques avec de la boue et de la paille. Il était intéressant de voir ce type de construction dans différentes parties de l'Égypte. Certaines de ces briques ont-elles été moulées par les mains d'esclaves israélites? Mansour s'est empressé de me rappeler que ce type de briques de terre est présent tout au long de l'histoire de l'Égypte et qu'il ne prouve pas l'existence d'un lien avec les Israélites. Dans sa recherche d'éléments compatibles avec l'idée de l'esclavage des Israélites, le professeur James Hoffmeyer se concentre sur la première moitié du Nouveau Royaume parce qu'il privilégie la date de l'Exode proposée par Aramassis. Il y trouve un ensemble de preuves très intéressant. Le récit biblique indique que les Hébreux étaient censés fabriquer des briques avec de la boue et de la paille. Y a-t-il des preuves de cela ? Nous disposons de deux sources de preuves que cette pratique mentionnée dans les chapitres 1 et 5 de l'Exode était réellement en vigueur. Nous avons la représentation dans la tombe de Rekhmirei. Il était vizir ou premier ministre de Thoutmôsis III au XVe siècle. On y voit des prisonniers de guerre, sémites de Canaan et de Syrie, travaillant aux côtés de prisonniers de guerre de Nubie, des Africains noirs. Ils fabriquent des briques sous la surveillance de maîtres égyptiens armés de bâtons. Il est donc très clair qu'il s'agit là du traitement réservé aux prisonniers de guerre. Nous voyons ces étrangers fabriquer des briques dans le sud de l'Égypte pour un projet de construction au temple de Karnak. Et je suis sûr que cette image pourrait être reproduite dans d'autres parties de l'Égypte, en particulier dans le nord. Deuxièmement, à la même époque, au XVe siècle, la 18e dynastie, nous avons également des images de travaux agricoles, en particulier de travaux dans les vignobles, de cueillette de raisins, de foulage de raisins pour en faire du jus et du vin. Ici encore, nous trouvons les mêmes prisonniers de guerre engagés dans l'agriculture. Exode chapitre 1, verset 14 dit en fait qu'ils travaillaient dans la brique et le mortier et dans l'agriculture. Il est donc intéressant de noter que les deux domaines dans lesquels la Bible indique que les Israélites s'étaient contraints de travailler, à savoir l'agriculture et la construction, sont les deux endroits où l'on trouve ce type de travail dans les tombes privées en Égypte au XVe siècle, avant Jésus-Christ. Tous ces prisonniers de guerre étaient-ils des personnes qui, comme le dit la Bible, se trouvaient sur place, qui sont devenues suspectes et qui ont été forcés de travailler ? Dans le cas de la tombe de Rekhmirei, la tombe 100 de la nécropole thébaine, on nous dit en fait qu'ils ont été mis au pilon, qu'ils ont été pillés. Il s'agissait de prisonniers ramenés des campagnes du roi. Et ceux-ci se trouvaient dans le sud, à Luxor. Le problème est que nous n'avons pas de tombe correspondante à ce qui se passait dans le delta où se trouvaient les Hébreux. Nous manquons donc de ce type de preuves. Au cours du XVe siècle avant Jésus-Christ, on assiste également au début des déportations de prisonniers de guerre, des pharaons Thoutmôsis I, Thoutmôsis III et Amenhotep II. Ces déportations amènent des prisonniers de guerre de Syrie et de Canaan, ainsi que de Nubie, au sud. Tous ces prisonniers de guerre affluent en Égypte et sont astreints à des travaux forcés pour l'État. Nous avons donc à la fois l'ancienne population sémite, dont les deuxième et troisième générations sont encore présentes au XVe, XIVe et XIIIe siècle, et la nouvelle population de Sémites qui ont été amenés comme prisonniers de guerre lors des campagnes des pharaons égyptiens. Il y avait donc un réseau important de personnes étrangères vivant en Égypte pendant le Nouveau Royaume.
Alors qu'il s'agit là d'une bonne preuve de la présence d'esclaves sémites effectuant les bons types de travaux, les prisonniers de guerre ne correspondent pas au récit biblique des premiers Israélites. Dans le même temps, David Rohl a mis en évidence un autre ensemble de preuves qui correspondent aux modèles trouvés au moyen royaume égyptien, à commencer par les découvertes d'Avaris. Que s'est-il passé ensuite? Que montrent les données archéologiques? Dans les tombes de ces personnes, nous commençons à voir dans les ossements une détérioration de la qualité de vie. Nous voyons des lignes de haris dans les os, ce qui indique la famine, le manque de nourriture et de nutriments. Ces personnes se sont soudainement appauvries. De plus, nous commençons à voir des maisons plus grandes, qui semblent être de conception égyptienne, et des maisons plus petites qui leur sont rattachées, qui semblent être des maisons de domestiques. C'est ce que nous voyons pour la première fois. Nous trouvons même des papyrus contenant des listes d'esclaves avec des noms sémitiques à cette époque également. Parlez-moi des os. Les morts sont ceux qui peuplent les cimetières. Les morts sont donc la preuve que nous avons de ceux qui étaient vivants. Et nous regardons leurs tombes. Nous constatons qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Au début, ces gens semblent prospérer. Leur qualité de vie est très bonne. Mais tout à coup, à un moment donné de l'histoire, on assiste à une dégénérescence. Nous constatons une dégénérescence des enterrements et des tombes elles-mêmes. L'étude des données anthropologiques nous a montré qu'il s'agissait de personnes qui vivaient correctement jusqu'à l'âge de 32 ou 34 ans et qui mouraient ensuite. C'est l'espérance de vie typique de l'époque. Il ne s'agit donc pas de personnes qui ont prospéré et qui ont vécu jusqu'à 50 ou 60 ans comme on pourrait s'y attendre. Ces personnes ont eu des vies très difficiles. Comment expliquer cela? Quel est le mécanisme qui nous permettrait de comprendre pourquoi ces personnes ont vécu si peu de temps? Et la réponse évidente est l'esclavage. Vous dites donc que ce groupe qui est arrivé, qui était prospère, a connu des temps difficiles. C'est exact. Nous avons une situation de prospérité suivie d'un manque de prospérité et d'une pénurie de vie. Il semble donc très clair que ces peuples asiatiques, ces peuples venus du Nord, parlant une langue sémitique, qui ont d'abord prospéré dans cette région, ont soudain été réduits en esclavage. Existe-t-il des preuves matérielles de l'esclavage de personnes de type hébreu en Égypte? Il existe un document particulier qui est tout à fait étonnant. Il s'agit du papyrus de Brooklyn. Il s'agit d'une liste de domestiques d'un domaine. Nous avons peut-être jusqu'à 100 personnes répertoriées comme esclaves en Égypte. Lorsque nous examinons ces noms, nous constatons que 70% d'entre eux sont des noms sémites. Et vous pouvez littéralement y trouver des noms israélites. Menachem, Issachar et Asher, les noms de 2 des tribus d'Israël. Shifra, l'une des sages-femmes hébraïques de l'histoire de l'Exode, dont le nom apparaît dans ce document. Il s'agit d'esclaves israélites hébraïques, qui figurent sur un papyrus de la 13e dynastie, et non de la 19e dynastie, ni de l'époque de Ramsès II au Nouveau Royaume, mais de la 13e dynastie, le Moyen Royaume. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela dit? Il s'agit d'une preuve réelle de l'époque où les Israélites étaient esclaves en Égypte. C'est lorsque vous obtenez un texte que vous avez soudainement une histoire. L'archéologie, elle, doit être interprétée. Lorsque vous disposez d'un texte, c'est très différent. David, pouvez-vous donner une date précise au papyrus de Brooklyn? Le papyrus de Brooklyn est daté d'un règne. Le nom du roi y figure, et le roi s'appelle Sobekotep III. Il est le premier roi d'une mini-dynastie de la 13e dynastie, qui compte peut-être 4 ou 5 souverains très puissants, une famille de pharaons puissants. Il pourrait s'agir du pharaon qui ne connaissait pas Joseph, celui qui a réduit les Israélites en esclavage, parce qu'il arrive peut-être 3 ou 4 générations après le Moyen Royaume, lorsque Joseph arrive en Égypte, que nous trouvons soudain ce pharaon puissant, Sobekotep III, et que nous avons cette liste d'esclaves portant des noms israélites. David, ce qui me laisse perplexe, c'est la raison pour laquelle tant d'égyptologues ignorent le papyrus de Brooklyn. Eh bien, c'est le vieux problème du temps, n'est-ce pas? Bien que tout le monde reconnaisse que cette liste est une liste d'esclaves sémites et que les noms qui y figurent sont également des noms israélites, il ne peut s'agir d'Israélites, car les Israélites sont beaucoup plus tardifs dans l'histoire. Et les personnes que nous voyons ici, dans ce papyrus de Brooklyn, à l'époque de Sobekotep III, ne peuvent pas être des Israélites. Toutes les preuves que nous trouvons à Avaris, cette ville de Goshen dans le delta oriental, nous renvoie à la période où les Israélites se trouvaient en Égypte. Et c'est la période que nous appelons l'âge du bronze moyen. La plupart des
des égyptologues situent la période de l'esclavage au Nouveau Royaume, à la 19e dynastie, et nous sommes ici à la 13e dynastie. C'est pourquoi ils n'en tiennent pas compte. Ils mettent donc cela de côté et disent qu'il s'agit d'une autre coïncidence. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.